Virginie, bienvenue parmi nous, c'est super que tu sois là. Bonsoir. 1971 à Talence, c'est la naissance de Virginie. Oh, bah oui. Sauf pour Hervé qui est né en 49, mais sinon, fait 2 fois, mais grande année pour le vin. Scolairement parlant, tout va bien avec l'école de commerce de Toulouse, l'INSEAD, notamment expert comptable, commissaire aux comptes, enfin bref, des choses. Et tu débutes, ta première vie, c'était dans l'audit, ma chère Virginie. Tu fais quoi et chez qui? Oui, j'étais chez Salustro Redel, qui a été absorbé par KPMG. J'ai fait 5 ans et c'est comme ça que par hasard, je suis devenue commissaire aux comptes, expert comptable, parce que j'ai passé mes diplômes. Et j'avais des grands comptes, comme on dit. J'avais 50% de mon activité dans le nucléaire, avec ce qui s'appelait à l'époque le CEA et la Cogema, qui est devenue Areva, et 50% avec la Générale des Eaux. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis rentrée dans l'audiovisuel après, puisque c'était un de mes clients qui s'appelait la Compagnie Générale de Vidéocommunication, qui est devenue Numéricable. Numéricable. Alors, le groupe Canal+, un souvenir de cette période? Tu es resté longtemps? C'était des bons souvenirs ou il y a eu des mauvais aussi? En fait, moi, je suis arrivée d'abord comme directeur financier de Canal+, la chaîne. Moi, j'ai connu 3 présidents en 3 ans. Donc, j'ai été promue chaque année parce que le premier président s'appelait Pierre Lescure. J'étais directeur financier. J'ai fait le premier plan social à Canal+. Ensuite, j'ai été promue directrice générale déléguée. À ce moment-là, le président s'appelait Xavier Couture. Et le président de la chaîne s'appelait Dominique Farrugia. C'est lui qui voulait que je sois son bras droit. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée directrice générale adjointe de Dominique Farrugia. Et ensuite, il y a eu Bertrand Meilleux. Et là, j'étais directrice générale déléguée de la chaîne. Et j'ai fait le 2e plan social dans l'Air Canal. Donc, c'était à la fois formidable, parce que Formateur Canal, aussi. voilà, formateur. Puis, j'avais pas 30 ans. Donc, 3 plans sociaux, quand on a à peine 30 ans, c'est lourd. Donc, c'est pas que. Voilà, c'est quand ça s'est arrêté que je me suis dit qu'au fond, j'étais contente de faire autre chose et surtout d'aller dans une boîte en croissance, parce que faire des plans sociaux, c'est pas très rigolo, même si c'était pour la bonne cause, pour la survie de la chaîne. Et j'ai beaucoup appris et c'était une formidable aventure. Ensuite, l'aventure, belle aventure en démol aussi. Hein. Oui, alors en démol, c'est une super aventure. J'arrive comme directrice générale d'une boîte qui était à ce moment-là leader en France. Et Stéphane Courby me dit, bon, en démol, c'est un peu petit parce que tu quittes Canal+, donc 1,5 milliard de chiffre d'affaires, dont j'étais directrice générale déléguée. Il me dit, tu vas t'ennuyer un peu chez Endemol France parce que c'est beaucoup plus petit, mais t'inquiète pas, on va racheter Endemol Monde. Et donc là, on s'est amusé comme des fous. On a levé 3,5 milliards d'euros. On a fait un énorme... on a tenté de faire un énorme rachat d'Endemol Monde, et on était en 2007. Donc, vous vous rappelez un peu du timing. On a levé les 3,5 milliards d'euros. On a fait une offre sur Endemol Monde. Et puis finalement, c'est un consortium qui était composé de Goldman Sachs, de Mediaset. Mediaset, c'est le groupe de Berlusconi en Italie, et de John de Mol, le fondateur, qui a fait une contre-offre, qui s'est mis à quelques pouillèmes au-dessus de notre offre et qui a ramassé la mise et racheté Endemol Monde. À ce moment-là, Stéphane Courby a dit, moi, donc, je m'en vais. Ils ont fait une bonne affaire ou pas? À l'époque, non, parce qu'on était en 2007 et donc est arrivée la crise des subprimes. C'était un énorme LBO, donc avec beaucoup de dettes. Et comme vous le savez, le monde financier à ce moment-là a beaucoup souffert. Et là, Stéphane Courby m'a proposé de m'associer à lui pour partir. Et j'ai dit non, moi j'arrête la prod, c'est fini, je vais faire autre chose. Et puis finalement, Goldman Sachs m'a demandé de prendre la présidence à la suite de Stéphane Courby. J'ai dit 1 fois non, 2 fois non. Puis à 3 fois, j'ai dit bon, finalement, il est peut-être temps pour moi de devenir numéro 1. Ça, messieurs, notez 2 fois non, puis la 3e fois, ça marche. Oui. Et en l'occurrence, j'avais donc, c'était en 2007, donc j'avais 36 ans, oui, 36 ans. Et du coup, j'ai dit, il est peut-être temps pour moi d'être numéro 1 au lieu d'être numéro 2. Donc j'ai dit oui, et donc j'ai continué l'aventure Endemol en étant PDG en France jusqu'en 2012 où j'ai été nommée DG d'Endemol Monde, fort des bons résultats de la France puisque l'EBITDA avait progressé de 5 points en 5 ans. Ce qui n'est pas si mal. Et c'était pas mal. Euro Disney. Alors, Euro Disney, j'étais présidente du conseil de surveillance pendant quelques années. C'était une belle aventure parce que c'est un monde anglo-saxon qui m'a beaucoup appris, qui m'a d'ailleurs appris à fonctionner avec un prompteur. Ça peut être utile en politique. Et surtout à la méthode américaine, à répéter avant une assemblée générale, par exemple. Euro Disney, c'était en plus des années où mes enfants étaient petits et étaient fans de Disney. Donc, ça m'a permis de compenser le fait d'être une maman un peu absente. Mais c'était super maman qui pouvait les emmener à Euro Disney sans faire la queue. C'était pas mal. Alors, moins drôle, Barnes.
Non, mais ça, c'est après la politique. Oui. C'est quand je quitte la politique et un chasseur de tête me dit il y a vraiment un job pour toi, l'immobilier de luxe. Je dis non, franchement, non, je vois pas du tout. J'ai jamais fait d'immobilier, enfin, sauf Oui. à titre personnel. Alain et moi, on a Vieille histoire. voilà, quelques histoires en commun. Mais il me dit si, c'est fait pour toi. Et puis en plus, il y avait un groupe avec le leader mondial du luxe, dont je tairai le nom, mais avec lequel on devait monter une sorte de Airbnb de luxe. Et donc, le chasseur de tête me propose, et là, je quitte la politique, et je dis, OK, je vais être CEO de ça. Et je n'en dirai pas plus, étant donné que nous sommes en procès. J'ai quitté cette société avec perte et fracas, me rendant compte, comment dire, que nous n'étions pas alignés sur les valeurs. Voilà, Voilà. très bien ça. Wicker. Alors, on revient sur les valeurs. Wicker, là pour le coup, effectivement, Guillaume Richard, un entrepreneur de talent. Ex-O2, hein. Alors O2, c'est une des filiales du groupe Wicker. Wicker, c'est le leader français du service à la personne. 18 000 salariés, monté par Guillaume Richard, qui, quand je quitte Barnes, me dit « Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais revenir dans le business? Parce que je t'aurais mis CEO de mon groupe. » Je lui ai dit « Oh là là, non, moi c'est fini, je veux plus diriger un groupe qui ne me... Voilà, je veux être ma Donc, t'as propre... » dit non une fois, 2 fois. J'ai dit non, non. J'ai Non. surtout dit je veux un poste non exécutif parce que sinon je vais être entrepreneur et être chez moi. Et donc il m'a dit OK. Il a créé la présidence d'un comité stratégique qu'il a monté à ce moment-là. Donc je suis toujours présidente de son comité stratégique. Et par ailleurs, je préside sa fondation, la fondation Wicker, qui lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité homme-femme, qui est un sujet que j'ai découvert, enfin que je connaissais évidemment comme tout le monde, mais pas en profondeur. J'ai découvert que c'était un sujet majeur, un vrai sujet de société, surtout un sujet qui était tout milieu confondu. Parfois, on croit que c'est uniquement dans des milieux très défavorisés. C'est pas du tout le cas. Et du coup, je me suis investie. Donc, c'est évidemment pro bono, mais c'est passionnant. Et donc, je suis toujours dans le groupe Wicker, non exécutive. Oui. Et tu de la stratégie aussi, notamment. Oui, présidente du comité du conseil Alors, stratégique. ce concept d'école là, magique. Futurae. Futurae. Alors, c'est né comment? C'est quoi le constat? Et c'est quoi la réalité aujourd'hui, qui n'est pas très loin d'ici, à Boulogne-Billancourt? Alors Futurae, c'est né très simplement. J'ai passé donc 20 ans de ma vie à diriger des grands groupes. Ensuite, j'ai fait 5 ans de politique. Et ensuite, je me suis dit, bon, pour ma troisième vie, je voudrais quelque chose qui soit à mi-chemin entre l'intérêt général, qui m'habite depuis longtemps, et le business. Et là arrive très vite l'éducation. La santé aussi, mais la santé, j'y connais vraiment rien. Donc, l'éducation était un sujet majeur sur lequel il me semblait qu'il y avait des choses à faire et que toutes les initiatives étaient intéressantes. À Bordeaux, à côté d'Alain Juppé, pendant mes 5 ans de première adjointe, j'avais monté un conseil des entrepreneurs. Le but était de faire dialoguer le monde économique et le monde politique, qui sont deux milieux qui se regardent en chien de faïence et qui se connaissent assez mal, et souvent s'apprécie assez peu. Donc, j'avais monté ce conseil des entrepreneurs, et pour l'animer, j'avais donc des entrepreneurs qui représentaient chacun des secteurs clés d'activité à Bordeaux. Et pour l'animer, et pour que ce soit pas uniquement autour d'Alain Juppé et de moi, j'avais fait venir à chaque fois un grand témoin. Et là, j'avais puisé dans mon réseau. Bien donc, sûr. je suis au board de Free depuis 13 ans. Donc, Xavier Niel, Niel était oui. venu, et ainsi de suite. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, quand Xavier Niel est venu à Bordeaux, en fait, on avait rempli le Palais des Congrès parce que c'était ouvert à l'écosystème. Et j'avais vu qu'il y avait énormément de jeunes. Et donc, je me suis dit, ben voilà, pour ma troisième vie, il faut que je sois utile à ces jeunes. Et moi, ce que je peux apporter, c'est un réseau. C'est une connaissance de ces métiers en tension dans les industries créatives, puisque Canal+, Endemol, du content, voilà, du divertissement avec Euro Disney, l'entertainment, comme on dit. Et donc, je me suis dit, je peux apporter ça. Donc, j'ai créé une école qui part d'un constat très simple, hein, c'est qu'on a un jeune sur 4 qui est au chômage, et on a des entreprises qui tous les jours se plaignent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Donc, partant de ce constat, j'ai regardé la liste de tous les métiers en tension. Donc, il y a évidemment plein de métiers dans l'hôtellerie, restauration, etc. Mais une fois encore, là, c'est pas mon domaine d'activité. Toi, c'est l'immobilier de luxe. On l'avait compris, non oui. plus, c'est pas non plus mon domaine d'activité. Donc là, je suis revenue à ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire les métiers des industries créatives, qui sont aujourd'hui extrêmement porteurs en termes d'emploi. Et donc, j'ai créé cette école où il y a 6 bachelors,
jeux vidéo, animation 3D, web design, marketing digital, communication digitale, technique audiovisuelle et web, et des masters qui s'adressent donc à des bacs. Donc bachelor, c'est en 3 Donc ans. ça, c'est en post-bac. formation initiale, Virginie. Hein. C'est de la formation initiale, donc bachelor, post-bac 3 ans, master, bac plus 5. Et puis, on fait aussi maintenant, nos masters sont également des alternants. Et puis, on va ouvrir très prochainement des formations courtes dédiées à des gens beaucoup plus âgés pour se remettre à niveau dans des domaines comme data scientist, IA, enfin tous les sujets voilà, d'avenir. Et donc Futurae aujourd'hui, c'est près de 300 élèves. Ça a ouvert il y a 2 ans à Boulogne-Billancourt. La Covid, ça t'a pas embêté? Comme j'ai de la chance, oui. j'ai fait ma conférence de presse de lancement de Futurae le 26 février 2020. Donc vous vous rappelez que 15 jours après, on était totalement confinés. Ce qui m'a permis... Tranquille, pas de prof, pas d'emmerde. Voilà, pas de problème. C'est surtout que ça m'a permis d'installer l'école. Donc moi, je faisais comme je ne pouvais pas faire travailler mes salariés, moi j'ai fait la réception des meubles, j'ai aménagé toute l'école, j'ai fait faire tous les travaux parce qu'en revanche, les artisans cette pocket est travaillent. super, Virginie, bravo. Hein. Oui. Et pour le coup, on était fin prêt quand on a déconfiné pour faire les journées portes ouvertes, recruter les étudiants. Et on a ouvert à la rentrée d'octobre 2020. Voilà. Donc ça fera 2 ans en septembre prochain. Tout ton réseau te suit également, Virginie. Ils viennent intervenir. Tu as des gens de qualité qui C'était l'objectif. C'est que pour mes étudiants, moi d'abord, je leur promets l'employabilité. C'est l'objectif de cette école. Et puis, ce que j'ai voulu faire, c'est leur apporter un réseau. Donc j'ai 30 CEO. Donc Xavier Niel, bien sûr, mais Véronique Morali, la patronne de Webedia, Sébastien Missoff, le patron de Google, Justine Riss, la patronne de YouTube, je sais pas, Mariam Salehi d'Énergie. Enfin, j'en ai 30 qui viennent, qui font des masterclass. Je leur ai pas demandé d'argent, je leur ai demandé de leur temps, ce qui est encore plus précieux et encore plus fort pour les étudiants. Donc c'est de la transmission, c'est aussi et surtout une participation à mon conseil stratégique parce que mon objectif, c'est de dire que sur ces métiers-là, il y a une obsolescence extrêmement rapide des techniques et des apprentissages, qu'il faut tout le temps se mettre à la page et que moi, mon objectif, c'est d'avoir un coup d'avance pour que mes étudiants, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils soient bien formés aux bonnes techniques. Et donc les CEO, notamment le patron de Thales, de L'Oréal, etc., nous disent, voilà, nous, aujourd'hui, on a besoin plutôt de gens formés dans tel domaine, mais ça peut évoluer. Il y a un web designer, c'était très à la mode il y a quelques années, et puis peut-être ça va devenir une filière qui va connaître aussi un embouteillage à un certain moment. Donc l'idée, c'est d'être très agile, d'être tout le temps en évolution par rapport aux besoins des entreprises, et de recueillir, en fait, de la part de ceux qui sont vraiment leurs employeurs de demain, de recueillir leur vision de ce monde qui évolue très très vite. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et là, j'ai mes premiers masters, puisque eux, ils sont rentrés, ils ont fait 2 ans de master qui sortent. Et mon objectif, c'est de vous dire dans quelques semaines, là, puisqu'ils sont tous employés à 100%. Boulot, quoi. Voilà. Et comment les entreprises peuvent t'aider, Virginie? On peut donner des sous, passer du temps Alors, les entreprises, elles peuvent aider surtout en offrant des capacités d'alternance ou de stage, parce que moi, je reste convaincue que pour les étudiants, nous, on s'occupe de les former, mais ce dont ils ont le plus besoin après, c'est d'une expérience professionnelle, soit en stage, soit en apprentissage, soit après directement en embauche. Et puis, elles peuvent aider aussi parce que nos profs, nous, on n'a pas de profs au sens académique du terme. On n'a que des professeurs qui ont un métier. Donc, en fait, ils viennent transmettre. En général, ils ont déjà fait ça parce que ça ne s'improvise pas quand même. Là, ils font des modules de, par exemple, 30 heures de cours, mais ils ont un métier. Donc, si on veut parler d'effets spéciaux de film, on a quelqu'un qui a travaillé sur Star Wars et sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Si on parle d'influence réseaux sociaux, on a quelqu'un de chez Webedia qui gère les plus grands youtubeurs de France et ainsi de suite. Donc, on a des personnes qui viennent former nos étudiants un peu comme ils le feraient dans leur propre entreprise en accueillant des stagiaires. Combien ça coûte une année la scolarité? Ça coûte 7 500 € en bachelor, 8 500 € en master. On a 80% de nos étudiants qui viennent de milieux qui ne sont pas du tout favorisés et pour lesquels il y a beaucoup de pré-étudiants. Et on est en train de mettre un système de bourse au mérite pour ces étudiants parce que mon objectif, c'était vraiment de faire une école de ce à quoi je crois, c'est-à-dire à l'égalité des chances et de vraiment favoriser
des personnes qui viennent de tout milieu. Et c'est pour ça qu'ils ont des cours obligatoires, notamment de savoir-être. Parce Oula. que je considère que malheureusement, sans qu'on leur dise, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le cap de premier entretien d'embauche, non pas sur leurs compétences, mais sur leur façon d'être. Et donc, voilà, c'est un peu dur, mais on leur explique qu'il ne faut pas venir en jogging, qu'il ne faut pas mettre une casquette. Ça dépend du job. Et Ouais. en l'occurrence, Ouais. presque j'aurais tendance à dire quel que soit le job, au moins à l'entretien d'embauche, et même si on est chez Ubisoft, un super créatif, il y a quand même des codes et il y a quand même 2-3 trucs à apprendre, et donc on essaye de le faire, voilà, modestement. Alors, 2014, donc tu rentres à la mairie de Bordeaux, là, t'es premier adjoint. Mais qu'est-ce que tu as foutu en politique? Alors, pourquoi tu es rentré et pourquoi tu es sorti? Alors, pourquoi je suis rentrée? Parce que les hasards de la vie font que moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais même pas imaginé ou rêvé. Voilà, j'avais pas prévu. Rencontrer Hervé Novelli, des trucs comme ça. Quoi. Voilà, c'est dingue. exactement les belles rencontres de la vie. Heureusement, la politique, ça crée d'ailleurs avec Hervé. Il y a un paquet d'abrutis aussi, non? Bah, disons qu'il y a des abrutis, j'aime pas le mot, mais des gens qui m'ont déçu, oui, il y en a un paquet. Parce que moi, j'étais une idéaliste. J'ai toujours adoré la politique depuis que je suis enfant. Moi, mon émission préférée, c'était L'heure de vérité. J'avais 10 ans quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81. Et je connaissais par cœur tout le gouvernement Mitterrand. Moi, je venais d'une famille qui était plutôt de droite. Donc, c'était la soupe à la grimace. Et l'arrivée de Mitterrand, moi, j'avais même des gens dans ma famille qui pensaient qu'ils allaient fuir la France parce que les communistes arrivaient au pouvoir et qu'il fallait prendre les bijoux et partir. Il y en a un paquet, hein. C'était bon, j'avais 10 ans, c'est un peu le souvenir que j'en ai. Mais en tout cas, ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai toujours pensé que je m'engagerais un jour, mais j'avais absolument aucun plan de carrière, et surtout j'étais convaincue que quand on a des enfants en bas âge, c'est pas l'idéal de faire de la politique. Et donc j'avais plutôt pensé que je le ferais beaucoup plus tard, quand mes enfants seraient grands et que moi je serais à la retraite. Et puis comme rien ne se passe toujours comme prévu, un jour j'ai reçu un coup de téléphone. T'es bien bordelaise? Oui. T'aimes toujours la politique? Oui. Et Alain Juppé voudrait te voir. Bon, c'était particulier parce qu'à ce moment-là... non une fois, non 2 fois, non. C'est presque ça. Non, mais en fait, à ce moment-là, j'avais quitté Endemol Monde, j'avais monté ma boîte et j'ai travaillé avec un fonds qui s'appelle Charterhouse, un fonds anglais. J'avais 2 cibles de 200 millions chacune et je devais racheter en LBO, donc avec les 400 millions que Charterhouse me mettait à disposition, 2 cibles dans la production audiovisuelle, et j'avais mon groupe à ma main, un petit LBO comparé à Endemol, mais donc j'étais partie pour être entrepreneur dans un Dans le LBO. privé, quoi. Avec Charterhouse. Et là, je me suis dit, alors d'abord, j'ai pas beaucoup réfléchi, c'est peut-être mon premier tort, c'est que moi, je fonctionne beaucoup à l'impulsion et à la passion. Et je me suis dit, mince, c'est Alain Juppé. Bon, moi, je le connaissais pas du tout. On avait dîné une fois ensemble, 15 ans avant, je pense qu'il se le rappelait pas du tout. Moi, je m'en rappelais, mais lui, pas du tout. C'est Bordeaux, la ville où je suis née. Mon père est enterré là-bas, ma sœur vit là-bas, c'est mes seules racines. Je me suis dit, tout simplement, si je dis non, je vais le regretter. Et donc j'ai dit oui. J'ai dit à Charterhouse, bon, vous allez rire les gars, je vais arrêter le LBO à 400 millions, je vais aller gagner 2500 € par Parce mois. qu'ils ont beaucoup rigolé quand même. Oui, ils ont beaucoup rigolé, mais on est restés très amis. Ils ont considéré qu'une cinglée comme moi, ils n'en trouveraient pas tous les jours. Et donc, et d'ailleurs, ils ont gardé la confidentialité parce que ça, c'était 8 mois avant les élections municipales et personne ne le savait. Ça a été annoncé une semaine avant les élections municipales de 2014. Et le secret n'a jamais été vanté. Comme quoi, dans le business, on sait garder les secrets. C'est moins le cas en politique. Et du coup, je suis arrivée à Bordeaux comme première adjointe au maire. Première intervention à Bordeaux au Wine Business Club. Absolument. Et alors, Première intervention. il faut quand même dire que le Wine and Business Club, c'est des visionnaires. Parce qu'en fait, 3-4 mois avant qu'on lance les élections municipales, je reçois une invitation du Wine and Business Club de Bordeaux à être speaker. Et personne ne sait que je vais être première adjointe. Le jeudi qui suivait l'élection. Exactement. Et je le note dans mon agenda. Évidemment, je dis oui, parce que moi, je sais que je vais être première adjointe au maire de Bordeaux. Mais donc, je réponds bien volontiers. Je serai là. Et en fait, le jour où j'arrive au Wine and Business Club, je viens d'être élue une semaine avant. Là, quand même, grosse programmation. Ouais, bravo. Le Wine and Business Club. Et alors, pourquoi tu es partie? Donc, moi, en 5 ans, j'ai eu un parcours à la fois très dense et très, très riche, mais très compliqué parce que je venais du business. Donc, je ne connaissais rien à la politique, je n'avais pas les codes et j'ai des visions très pragmatiques, centrées sur le résultat, etc. Donc, à Bordeaux, ça s'est merveilleusement bien passé parce que Juppé m'a donné comme délégation l'économie et l'emploi. Donc, j'étais dans mon domaine, on va dire, de prédilection. Et donc là, je me suis éclatée. J'avais l'attractivité de la ville, j'ai installé
installé 20 boîtes, Ubisoft, Hermès, Betclic a mis son siège social de Londres et est arrivé à Bordeaux, Mano Mano, Deezer, OVH, enfin bref, 40 000 emplois nets créés en 5 ans. Je considère que j'ai fait mon boulot et que là, j'étais dans mon domaine de action, plan d'action, voilà, ça c'était simple. Et puis, au bout de 12 mois de premier adjoint au maire de Bordeaux, il y a les élections régionales. On est en 2015. Et là, normalement, c'est Jean-Pierre Raffarin qui doit être tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, parce que je vous rappelle que François Hollande a fait ces régions immenses avec la fusion Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin. Et là, finalement, Jean-Pierre Raffarin ne va pas tête de liste au régional. Et donc, Alain Juppé, François Bayrou, Michel Alliot-Marie, enfin tous les Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, enfin tous les grands élus de la région Nouvelle-Aquitaine se tournent vers moi. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu porte-parole de Juppé parce qu'on avait déjà lancé la campagne des primaires, donc je faisais un peu de télé de temps en temps pour lui, etc. Et ils se tournent vers moi en disant, bon, bah, c'est elle, il faut qu'elle soit tête de liste régionale. Truc fou, j'ai fait 12 mois de politique, je ne suis pas sortante. Le parti Les Républicains donne 0 €, donc j'ai pas d'argent. J'ai pas d'équipe parce que je connais personne, parce que je suis née à Bordeaux, mais il y avait très longtemps que je l'avais quitté, donc autant vous dire, j'avais aucun réseau. Et je connais pas le projet. Donc là, je me suis éclatée parce qu'en fait, c'était une micro-start-up. Je me suis dit, c'est génial. Et en plus, surtout, j'ajoute région Ratsoc de gauche depuis quand même très longtemps. Mon prédécesseur s'appelait, qui a combattu sous les couleurs de LR, s'appelait Xavier Darcos. Donc moi, j'arrive vraiment en me disant. Il a fait combien, lui, Darcos ? Il avait fait moins bien que moi, mais je ne me rappelle plus combien il avait fait. Enfin bref, le fait est que je me suis éclatée parce qu'en fait, il a fallu monter une équipe, sortir un projet et lever de l'argent. Tout le monde a découvert avec l'élection de Valérie Pécresse qu'elle était endettée à titre personnel et personne ne sait que, en fait, c'est le cas dans toutes les élections. Moi, j'étais endettée à hauteur de 500 000 €. C'est la proportion, vous voyez, parce que moi, ma campagne, elle coûtait 1,2 million, 1,3 million, quand une campagne présidentielle coûte beaucoup plus d'argent et c'est pour ça que Valérie Pécresse, c'était à hauteur de 5 millions. Donc, je me suis amusée comme une folle. Comme cette région n'intéressait personne parce qu'elle était jugée imprenable par la droite, j'ai eu une paix royale. Et en fait, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que, en fait, moi, j'avais une courbe qui montait, et Alain Rousset, qui était le sortant, elle descendait, jusqu'à un moment où certains sondeurs m'ont dit, mais c'est dingue, tu vas gagner. Et puis, Nicolas Sarkozy est venu me soutenir à fond. François Fillon est venu aussi. Alors, ils ne venaient pas que pour moi, ils venaient parce qu'ils étaient en campagne des primaires. Et donc, c'était aussi parmi leurs étapes pour faire leur propre campagne. Et tu étais tendance aussi. Hein. Voilà, j'étais tendance, j'étais nouvelle, j'étais femme, je venais de la société civile. Et en plus, on me donnait une courbe ascendante jusqu'au moment où on a cru que j'allais gagner. Et puis, il y a eu les attentats du Bataclan. Et ça a stoppé net la campagne. Et puis, on a fini à 3 points d'écart avec Alain Rousset, ce qui n'était pas si mal pour une débutante qui avait que 12 mois de politique derrière elle. Et pour une région à gauche. Aucune amertume, aucun regret. Moi, je me suis éclatée. Et au fond, voilà, j'y allais même pas pour gagner, j'y allais juste pour découvrir ce qu'était une campagne. Et c'est très exaltant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Alain Rousset a quelques sujets parce que le parquet national financier, je crois, regarde ses comptes de campagne parce qu'il aurait fait campagne pas tout à fait à la loyale face à moi. Donc, ça valorise encore mieux mon petit résultat et mon petit échec. Et pourquoi t'as arrêté tout ça? Parce que t'as l'air t'éclater. Hein. Alors ensuite, on est rentré, comme ça vous a pas échappé, dans la campagne des primaires. Je soutenais Alain Juppé. Comme ça vous a pas échappé, il a perdu. Ah bon? Ensuite, je pense être à peu près la seule juppéiste ou presque à dire, non, mais moi j'ai toujours été à droite, je suis de droite, je suis libérale, économique et je suis fille de pied noir et donc j'aspire à un régalien assez ferme. C'est ce qui fait que je suis à droite. Et du coup, je suis restée dans la campagne, moi, de François Fillon. Et là, forcément, ça a commencé à être assez compliqué, comme vous le savez. On a tout perdu, donc on avait perdu la primaire, on a perdu la présidentielle dans les conditions que vous connaissez. J'ai soutenu les candidats LR aux législatives et ensuite Laurent Wauquiez a pris le parti et m'a proposé d'être numéro 2 du parti. Bon, moi, j'avais jamais été encartée de ma vie, je connaissais pas le fonctionnement d'un parti, je me suis retrouvée numéro 2 de ce parti. Avec Laurent Saillé ici présente, qui faisait partie de l'équipe avec Laurent Wauquiez et moi-même. Et il y avait tout à reconstruire en fait. Et moi, je l'ai fait en disant, voilà, je ne suis pas du tout sur la ligne Wauquiez,
Mais si la droite ne se reconstruit pas sur ces 3 socles que sont le libéralisme, le souverainisme ou les conservateurs et les gaullistes sociaux, dans 5 ans, on aura Le Pen, parce que je souhaite vraiment que Macron réussisse et j'aspirais à ce qu'il réussisse. Mais s'il ne réussit pas, on se chopera Le Pen dans 5 ans. Donc il faut que la droite se reconstruise. Bon, in fine, on n'a pas, je n'ai pas dû être assez convaincante ou assez bonne. Ou, voilà, le fait est que Laurent Wauquiez a continué sa ligne. Il a un peu piétiné la mienne. Les libéraux étaient relégués, enfin n'existaient plus en fait. On était vraiment dans un étatisme évident et dans du conservatisme majeur. Donc au bout de 6 mois, j'ai quitté les Républicains. Et là, j'ai considéré qu'en gros, c'était un peu la fin d'un parcours. Je suis restée à Bordeaux, faire mon job de première adjoint. J'étais convaincue qu'Alain Juppé allait se représenter. Et du coup, le 4 février 2019, on me propose de repartir, quelques semaines avant, on me propose de repartir dans le privé. Et j'annonce le 4 février à Alain Juppé que j'ai signé un contrat et que je repars dans le privé. Et le 14 février, il quitte la mairie de Bordeaux pour le Conseil constitutionnel, nommé par Richard Ferrand. Et moi, je démissionne le même jour en me disant la fenêtre est trop belle, ouais. Juppé s'en va, je pars le même jour au lieu de me faire un espèce de tuilage où je serais restée première adjointe, mais en même temps j'étais dans le privé, etc. Je dis ok, moi je démissionne le même jour et j'ai tout quitté ce jour-là. Je suis restée à la région jusqu'en 2020 et je n'ai pas voulu, comme je ne me représentais pas à la région, j'ai pas voulu faire la campagne et donc j'ai démissionné 6 mois avant l'élection pour ne pas prendre part à la campagne des régionales. Allez, pour terminer, est-ce que oui ou non LR doit aider Macron ou pas en ce moment? C'est oui ou non? Compliqué de répondre par oui ou par non à cette question, mais pour moi, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une vraie politique. Je suis une femme d'entreprise qui s'est engagée en politique. Et je pense que quand on est un acteur économique, on ne peut pas comprendre le blocage, l'obstruction ou le non. Voilà. On ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que nous, quand on vient du monde du business, on est habitué à faire des deals. On est capable, d'ailleurs c'est ce que j'avais fait avec Wauquiez. Pour moi, il n'a pas tenu le deal. Mais le deal, c'était, OK, on allie nos forces et on travaille ensemble. Moi, je pense que la façon brutale de dire non, il n'y aura pas de coalition, il n'y aura pas de pacte et il n'y aura rien, de mon point de vue, c'est trop brutal. Ça braque des électeurs de droite qui ont voté, et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour le constater, Macron, parce qu'ils ont considéré que c'était le vote utile, sinon Valérie Pécresse n'aurait pas fait 4,7%. Fillon a fait 20%, ça veut bien dire que les électeurs de droite ont voté Macron. Et pourquoi ils ont voté Macron? Parce qu'on avait le péril des extrêmes, et parce qu'en plus, pour beaucoup, ils ont jugé qu'il était le meilleur. Donc, nos électeurs, c'est-à-dire moi je reste de droite, bien sûr. Nos électeurs les consommateurs ont voté voilà. Macron. Ouais. Dire aujourd'hui, non, il est dans la merde, pardon de l'expression, mais c'est ça quand même, et on va le laisser s'enferrer, moi je trouve ça un peu surprenant. Et je reste convaincue que le monde de demain, c'est pour ça que j'ai fait Futurae, c'est un monde où ceux qui vont réussir, ce sont les créatifs, les imaginatifs. Donc, ce n'est pas dans le code de l'ENA, page 12 ou 14. On l'a vu avec le Covid, ce n'était pas dans le bouquin de l'ENA. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas dans le bouquin de l'ENA. Et l'énarchetype, il est paniqué parce qu'en fait, ce n'est pas dans ses références. Virginie. Et moi, je suis convaincue qu'il faut être imaginatif, créer des choses nouvelles, Virginie. Travailler ensemble et surtout ne pas bloquer le parti. Pour terminer, Virginie. Ton meilleur souvenir de dégustation d'un vin, ton meilleur souvenir. T'adores bouffer, t'adores picoler, t'es une femme normale, c'est génial. Mais ton meilleur souvenir, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, en tout cas une émotion aussi? J'en ai plein, moi, parce que je suis bordelaise. Et en plus, en tant que première adjoint au maire de Bordeaux, j'ai redécouvert les repas à 5 verres. Ça, et même au déjeuner, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Donc, d'ailleurs, nous, on a des petits jours à côté. Hein, d'ailleurs, j'ai appris à boire beaucoup plus que d'habitude et à essayer de rester à peu près droite, ce qui n'était pas évident. Donc, moi, des bons souvenirs de vin, j'en ai plein, parce qu'on avait la chance, en plus, d'avoir les grands châteaux qui nous approvisionnaient. Donc, j'ai eu... par exemple, des dîners magnifiques où vous aviez que des années en 5, avec un Icône au dessert, un cheval blanc et un Aubryon, enfin bref, des choses assez exceptionnelles. Et à Bordeaux, en fait, moi j'ai eu la chance d'appartenir à un petit club d'entrepreneurs, c'est Valentin Lillet, comme son nom l'indique, issu de la famille, qui avait créé ça autour de moi. En fait, quand je suis arrivée à Bordeaux, il m'avait dit qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. C'était des entrepreneurs jeunes, super dynamiques du monde du vin.
Et en fait, ils m'ont pas vraiment aidé, mais on a fait une super bande de copains. Et on avait décidé, et ça s'est pas fait, mais de monter un projet avec une grande vente aux enchères. Enfin, on avait un grand projet qu'on voulait faire à Bordeaux. Et du coup, on a fait plein de dîners ensemble. C'était une petite équipe de 10 personnes. Et c'est vraiment, je pense, mes meilleurs moments d'abord de partage. Avec des jeunes, quoi. Et des bonnes bouteilles, Des quoi. jeunes, des gens formidables qui à Bordeaux sont tellement engagés. Ils font des bon. Et puis après le monde du vin à Bordeaux, vous le connaissez mieux que moi, je pense. Bien, C'est elle juste devait être formidable. Elle est formidable. On l'applaudit très, 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 très chaleureusement. Virginie, merci Virginie.